Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Plus belle la vie, encore plus belle. Aujourd'hui, on vous plonge en immersion totale dans l'épisode 358, diffusé le jeudi 19 juin 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, cet épisode est une véritable bombe émotionnelle. D'un côté, Chloé lutte pour sa vie. Enfermée dans un appartement insalubre, victime d'une infection sévère, la fièvre grimpant à plus de 40 degrés. Face à elle, Luna, épuisée, affolée, se bat pour la sauver, prête à tout. Même à se confronter au gardien qui les retient captives. Une urgence vitale s'impose, et chaque minute qui passe pourrait être fatale. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, Babette est rongée par la culpabilité et l'inquiétude. Aucun signe de Luna. Et lorsqu'un sac est retrouvé, sans son corps, la tension explose. Elle ne peut plus rester spectatrice. Mais ce n'est pas tout. Une révélation bouleversante frappe Ulysse. Apolline, celle en qui il avait placé toute sa confiance, lui a menti depuis le début. Il découvre avec horreur que son passé universitaire est une pure invention. Le choc est immense, la déception brutale, et la rupture entre eux semble irréversible. Enfin, dans un registre plus léger mais inattendu, la complicité naissante entre Yolande et Robert sur un terrain de pétanque vient faire grincer les dents de Myrtha. Piquée par une jalousie qu'elle ne soupçonnait pas. Un épisode riche, tendu, bouleversant, entre détresse médicale, trahison déchirante, secrets révélés, et petits coups de cœur inattendus. Restez avec nous, on vous raconte tout, scène par scène, émotion par émotion. Dans l'appartement sombre et étouffant, l'air semble chargé d'angoisse. Chloé, allongée sur un matelas de fortune, transpire à grosses gouttes. Son front est brûlant, ses lèvres sèches murmurent des mots incohérents. Elle délire. Ses yeux s'ouvrent à peine, roulant dans leurs orbites. Perdue dans un monde parallèle où la fièvre a pris le contrôle. Luna, penchée sur elle, est au bord de la panique. Elle trempe une serviette dans une bassine d'eau froide et l'applique sur le front de Chloé, puis sur ses bras, ses jambes, en insistant sur la plaie boursouflée et rouge à sa jambe. Manifestement surinfectée. Mais rien n'y fait. La température de Chloé ne descend pas. Chloé, reste avec moi. Souffle Luna, les mains tremblantes, la voix brisée par la peur. La jeune femme tente de garder son calme, mais le thermomètre qu'elle a trouvé dans un coin crasseux l'achève, 40,2 degrés. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. C'est bien plus qu'un simple coup de chaud. Sans plus attendre, Luna se précipite vers la porte. Elle l'ouvre à la volée et interpelle le gardien de l'immeuble, qui surgit dans le couloir. Surpris par la détresse dans sa voix. Il faut faire quelque chose. Elle a plus de 40 de fièvre, c'est critique. Le gardien la fixe, hésitant, mal à l'aise. Mais Luna ne lui laisse pas le temps de réagir. Elle délire, sa jambe est infectée. Si on attend, elle peut y rester. La peur monte, oppressante. Le temps joue contre elle. Et Luna le sait. Chaque minute compte. Dans la cuisine du pavillon des fleurs, Babette tourne nerveusement sa cuillère dans son café depuis de longues minutes. Aucun message, aucun appel. Luna reste silencieuse. Ce mutisme l'oppresse. Elle m'en veut. Souffle-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque l'entende. Elle lève les yeux vers Mathieu, assis en face d'elle, inquiet. Je suis sûre qu'elle me fait la tête, à cause de ce que j'ai dit sur Chloé. J'ai parlé d'elle comme suspecte auprès d'Idriss. J'aurais peut-être pas dû. Mathieu fronce les sourcils. Il sait à quel point Babette est loyale. Mais la tension autour de l'affaire, les soupçons, les disparitions, tout l'a poussé à envisager le pire, même pour Chloé. À ce moment précis, Patrick entre dans la pièce, la mâchoire serrée. Il tient une lettre à la main, celle de Sorigny. Babette détourne aussitôt le regard, comme prise en faute. Son cœur se serre. Elle n'ose pas demander ce que Patrick en pense. Alors elle attend qu'il reparte, puis, à voix basse, confie son angoisse à Mathieu. Cette lettre, je regrette qu'elle existe. Je l'ai toujours repoussée, toujours. Je ne veux pas que Patrick doute de moi, surtout maintenant.
Mathieu hoche la tête, solidaire. Il pose une main réconfortante sur celle de Babette. Je vais aller lui parler. Il faut qu'il sache que cette lettre n'aurait jamais dû être écrite. Tu n'as jamais encouragé Sorigny, jamais. Son ton est calme mais ferme. Il est prêt à s'interposer, à défendre Babette coûte que coûte. Dans ses yeux, il y a la promesse d'un soutien sans faille. Pour Babette, dans cette tempête émotionnelle, c'est un fragile réconfort. Mais suffira-t-il à réparer ce que cette lettre risque de briser entre elle et Patrick? Apolline marche à grands pas dans les rues de Marseille, le regard fuyant, le souffle court. Ulysse peine à la suivre. Elle est tendue, fermée, presque sur le point d'exploser. Depuis plusieurs jours, elle semble s'enfoncer dans un mutisme nerveux, une fuite en avant. Apolline. Attends. Tente-t-il doucement. Elle s'arrête à peine, lance d'un ton sec. Je veux juste passer à autre chose. Ulysse, inquiet, l'observe longuement. Il choisit ses mots avec précaution. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un. Un professionnel. Juste en parler. Mais Apolline secoue la tête, catégorique. Non. Je veux tourner la page. J'ai pas besoin d'un psy. J'ai juste besoin qu'on me foute la paix. Ulysse ne répond pas. Il respecte son silence, mais quelque chose cloche. Quelque chose qu'il ne parvient pas à nommer. Plus tard, alors qu'il trie les nombreux messages de soutien envoyés par les clients de la résidence, il est profondément touché par leurs mots. Tous parlent d'Apolline avec chaleur et compassion. Ce soutien sincère lui redonne foi, mais une question le hante soudain, pourquoi l'école n'a-t-elle jamais réagi? Pas un mot. Pas un mail. Rien. Cette absence de réaction le trouble. Alors, il prend une décision, il se rend lui-même à la faculté, bien décidé à obtenir des réponses. Dans le bureau du doyen, l'échange est bref mais glaçant. Apolline? Répète l'homme en consultant sa base de données. Je suis désolé, mais je ne vois pas de dossier à ce nom. Et son visage ne me dit rien non plus. Ulysse reste figé. Un froid lui traverse la colonne vertébrale. Et là, tout bascule. Le voile tombe. Apolline a menti. Le bureau d'Ulysse est plongé dans un silence glacial. Assise face à lui. Apolline garde les bras croisés, le regard fuyant, muré dans un mutisme qui en dit long. Elle ne cherche pas à s'expliquer. Elle ne demande pas pardon. Et c'est précisément ce qui déchire Ulysse. Il reste debout, figé, les traits tirés, la mâchoire serrée. Dans ses yeux, une tempête silencieuse mêlant tristesse, colère et une incompréhension presque douloureuse. Je vous ai toujours soutenu. Lâche-t-il, la voix tremblante. Je vous ai toujours fait confiance, même quand tout le monde doutait. Apolline reste muette. Elle ne nie rien. Elle ne défend rien. C'est cette absence de remords qui finit d'achever Ulysse. Et pour vous, le vrai problème, c'est pas le mensonge. C'est de vous être fait prendre. Il crache ses mots comme un verdict, amer, blessé jusqu'à l'os. La déception suinte dans chaque syllabe. Son visage est blême, figé dans une expression de stupeur mêlée d'humiliation. Alors il tranche. D'un ton sec, froid, irrévocable. La comédie est terminée. Il désigne la porte d'un geste ferme, sans appel. Je veux plus jamais vous revoir dans ce cabinet. Apolline se lève lentement, le visage figé, les yeux brillants. Mais Ulysse ne détourne pas le regard. Il la laisse partir sans un mot de plus. Et quand la porte se referme derrière elle, un vide s'installe. Immense. Glacial. Définitif. Dans la cour du Mistral, Myrtha s'avance d'un pas décidé vers Yolande, une boule de pétanque dans la main et un sourire malicieux sur les lèvres. Dis, Yolande, tu pourrais me rendre un petit service? Yolande relève la tête, méfiante. Elle connaît ce ton. Celui que Myrtha prend quand elle a une idée bien précise derrière la tête. J'ai un empêchement demain pour la compétition de pétanque. Tu pourrais me remplacer? Yolande fronce aussitôt les sourcils. Avec Robert? Oui. Admet Myrtha avec une petite moue gênée.
Yolande soupire. Je sais pas. Il a toujours l'air de me juger, ton Robert. Il m'a jamais regardé autrement qu'avec ses sourcils froncés. Puis, après une courte hésitation, elle ajoute. Bon. D'accord. Mais au premier mot de travers, je lâche les boules. Le lendemain, sur le terrain de pétanque, Yolande se présente avec un mélange d'appréhension et de défi dans les yeux. Robert, fidèle à lui-même, l'accueille d'un simple hochement de tête. Pas un mot de trop. Pas un sourire. Mais contre toute attente, la partie démarre sur les chapeaux de roue. Yolande enchaîne les points. Robert commente avec une ironie légère, presque complice. Et surtout, pour la première fois, il rit. Vraiment. Yolande aussi. Les regards complices, les échanges de piques bon enfant. Une alchimie inattendue s'installe. Leur duo fonctionne à merveille, presque trop bien. Et en retrait, Myrtha assiste à la scène, les bras croisés, un petit pli d'agacement au coin des lèvres. Elle qui pensait faire une faveur à une amie découvre avec stupeur que Robert, son Robert, semble s'amuser. Beaucoup. Avec Yolande. Et là, une émotion inattendue la gagne. Une pointe de jalousie. Ils vont peut-être finir par se donner des surnoms, aussi. Marmonne-t-elle entre ses dents. Myrtha n'avait pas prévu ça. Pas du tout. Babette est plongée dans ses dossiers quand Blanche pousse la porte du cabinet, visiblement bouleversée. Son visage est pâle, ses mains crispées sur son sac. Babette. Luna n'est pas rentrée au pavillon des fleurs. Elle devait y passer la nuit. Je suis morte d'inquiétude. Sa voix tremble légèrement, trahissant une angoisse grandissante. Babette l'invite à s'asseoir, tentant de la rassurer, mais au fond, elle aussi commence à sentir monter une alerte sourde. Quelques secondes plus tard, Patrick entre dans le bureau, l'air grave. Il tient quelque chose dans la main. On a retrouvé le sac de Luna. Il le pose sur la table, avec une lenteur pesante. Blanche retient son souffle. Babette, elle, fronce aussitôt les sourcils. Et elle, on l'a retrouvée, demande-t-elle, le ton sec. Patrick baisse légèrement les yeux. Pas encore. Babette se lève brusquement. Elle est hors d'elle. Alors c'est pas une bonne nouvelle, Patrick? Tu crois que ça me suffit, un sac retrouvé? Luna a disparu, et toi tu continues comme si de rien n'était. Il faut se bouger. Pendant ce temps, ailleurs, dans ce lieu vétuste où Chloé lutte contre la fièvre, Luna veille à ses côtés. Elle lui éponge le front avec douceur, le regard inquiet. La femme du gardien s'approche timidement avec un téléphone. Vous devriez laisser un message vocal. Pour rassurer votre amie. Babette. Elle vous cherche partout. Mais Luna secoue la tête. Catégorique. Non. Ce n'est pas le moment. Ce qui compte maintenant, c'est Chloé. Elle a besoin de soins urgents. Elle appuie son propos d'un regard ferme, presque implorant. Si vous voulez m'aider, trouvez-lui un médecin. Pas un téléphone. La femme du gardien recule, désemparée. Luna, quant à elle, reste droite, concentrée, épuisée mais déterminée. Tant que Chloé sera en danger, elle refusera de penser à autre chose, même si dehors, tout le monde s'inquiète pour elle. Et voilà, c'est la fin de ce résumé intense. Poignant et riche en rebondissements de l'épisode 358 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce jeudi 19 juin 2025 sur TF1. Dans cet épisode, la tension est montée crescendo, jusqu'à devenir presque insupportable. Luna, héroïque malgré la peur, continue de lutter seule dans un endroit hostile pour tenter de sauver Chloé, dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Son abnégation, sa détermination et son courage forcent l'admiration. Mais jusqu'où pourra-t-elle tenir sans aide? Et surtout, le temps est-il en train de leur échapper? De son côté, Babette est écartelée entre sa culpabilité d'avoir douté de Chloé, sa peur de perdre Luna, et le poids de cette fameuse lettre de Sorigny qui menace son couple. Entre confidence à Mathieu et confrontation silencieuse avec Patrick, elle vacille. Et on sent que les lignes de fracture sont en train de se creuser dangereusement.
Et puis il y a le choc du jour, le mensonge d'Apolline, dévoilé sans ménagement par Ulysse, qui découvre avec horreur que celle qu'il soutenait de toutes ses forces n'a jamais été étudiante. Cette trahison, froide, sans un mot d'excuse ni d'émotion de sa part, brise le lien qui les unissait. Ulysse, blessé dans sa confiance et son intégrité. La chasse de sa vie avec une colère glacée. Une rupture définitive qui pourrait bien hanter l'un comme l'autre dans les jours à venir. Enfin, comme souvent dans Plus belle la vie. Une touche de légèreté vient contrebalancer le drame. Yolande et Robert, réunis pour une partie de pétanque, dévoilent une alchimie inattendue, sous les yeux d'une Myrtha piquée au vif. Un moment tendre et drôle, mais qui risque bien de réveiller une vieille rivalité amoureuse. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Chloé va-t-elle survivre à son infection? La disparition de Luna va-t-elle enfin alerter les secours? Babette va-t-elle réussir à regagner la confiance de Patrick? Et Ulysse pourra-t-il se reconstruire après avoir été trahi aussi profondément par Apolline? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun des prochains résumés ou analyses. Laissez-nous en commentaire vos théories, vos réactions, vos ressentis. On lit tout. Et vos messages nous motivent énormément à continuer cette aventure avec vous. On se retrouve très vite pour décortiquer le prochain épisode, car dans Plus belle la vie. Chaque jour apporte son lot de mystères, de chocs et d'émotions fortes. À très bientôt, et surtout, restez passionnés.